Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Merci. Aujourd'hui, André Berkov, dans son face-à-face, reçoit Nicolas Pouvron-Monty, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et ensemble, ils vont essayer de faire un véritable état des lieux de l'immigration. Nicolas Pouvron-Monty, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Effectivement, là, on a beaucoup parlé d'OQTF, mais c'est bien au-delà de l'OQTF qu'on peut poser la question. Et vraiment, on va essayer de la poser, et d'ailleurs vous la posez vous-même. Vous êtes, Marie l'a rappelé, vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Au fond, aujourd'hui, on voit très 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 bien la polémique. Alors, c'est intéressant, vous avez vu que Bruno Retailleau s'est permis de dire que l'immigration n'était pas forcément une chance pour la France. Ce qui a provoqué une ire de la part de ses adversaires en disant « ça y est, c'est l'extrême droite ». Voilà, on ne peut pas en fait polémiquer tranquillement ou parler tranquillement de quelque chose sans qu'il y ait l'étiquette. Donc nous, on n'est pas dans les étiquettes, dans la valse des étiquettes, on va essayer de parler du problème de l'immigration. Et d'abord, je voudrais vraiment commencer par cela. La première polémique, rapidement quand même, Nicolas Pouvron-Monty, c'est que certains disent, au fond, le mouvement migratoire, au sens d'ailleurs général du terme, qu'il soit européen ou extra-européen, mais on va surtout parler après de la migration extra-européenne, existe véritablement depuis quand je parle de mouvement de masse, enfin de mouvement de masse, je ne dirais pas critique, mais mouvement collectif important. En tout cas, pour ce qui relève de l'immigration extra-européenne en France et en Europe, le vrai point de démarrage est vraiment à dater de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, les années 50-60, avec d'abord une immigration en provenance d'Algérie, pour l'essentiel, qui, sur sa première partie dans les années 50, ne relevait pas strictement d'une immigration, puisqu'il s'agissait de départements français. Oui. C'est un phénomène que la France a été parmi les premiers pays européens à connaître, à peu près en même temps que le Royaume-Uni d'ailleurs. Ça a été les deux premiers pays européens concernés par le phénomène. Et c'est ensuite une dynamique migratoire qui s'est élargie à l'ensemble du continent européen, en tout cas dans sa partie occidentale, et qui s'est accélérée au cours des décennies qui ont suivi, en se décorrélant de plus en plus de toute logique économique. C'est-à-dire que dans les 30 Glorieuses, il y a évidemment un enjeu de recours à la main-d'œuvre, un enjeu de pourvoir des postes dans des industries qui sont en pleine croissance. Depuis les années 70, il y a eu un vrai moment de rupture, non seulement quantitatif, mais on pourrait aussi dire qualitatif. Par là, j'entends le relatif aux motifs d'immigration. Oui. On est passé progressivement d'une immigration dictée par des impératifs économiques plus ou moins bien compris, mais qui pouvaient être entendus, à une immigration largement sortie du contrôle du politique, régie d'une part par les conventions internationales sur l'asile, le droit européen en la matière, et d'autre part par les jurisprudences, les juges, les décisions des juges. Et de ce point de vue-là, la marge de manœuvre du politique s'est trouvée restreinte en France comme dans bien des pays européens. Depuis donc les commissions européennes, l'Union européenne, etc. Quand est-ce que l'Europe a pris le pouvoir pratiquement? Parce que l'Europe a pris le pouvoir en cette matière, on peut le dire. C'est un processus continu. De ce point de vue-là, il y a vraiment deux temps. D'une part, il y a le temps de ce qu'on pourrait appeler les droits fondamentaux. La convention type en la matière, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne relève pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. Néanmoins, son acquis est présent dans le droit de l'Union européenne. La CEDH va au-delà des seuls pays membres de l'Union européenne, mais elle concerne tout le continent. Qui date à peu près de quand? Alors, sa ratification par la France date du milieu des années 70, 74. Ensuite, il a fallu plusieurs années, plusieurs décennies même, pour qu'elle produise tous ses impacts, pour que le Conseil d'État, par exemple, puisse dire qu'on ne peut pas renvoyer tel immigré en situation irrégulière dans son pays, parce que ça contredit, par exemple, l'article 8 de la CEDH, qui est relatif au droit à la vie privée et familiale, parce que ça contredit l'article 3, qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Or, on estime parfois, et notamment quand on renvoie des étrangers délinquants, qu'ils risquent de subir dans leur pays d'origine... D'où on ne les renvoie pas. Donc on ne les renvoie pas, c'est un motif d'annulation. Donc ça a été le premier temps. Et il y a un deuxième temps où on est sorti du seul champ des droits fondamentaux pour aller vers une mainmise politique de l'Union européenne sur ces sujets. L'exemple frappant des derniers mois, c'est clairement le pacte sur la migration et l'asile, qui a accordé aux institutions européennes des pouvoirs nouveaux en la matière. Pour ne citer qu'un seul exemple, parmi les dispositions de ce pacte figure une règle selon laquelle la Commission pourra désormais déclencher une sorte d'état d'urgence migratoire lorsque la poussée aux frontières extérieures de l'Union sera trop forte, par exemple les traversées en Italie ou en Espagne. Et cet état d'urgence migratoire permettra d'enclencher un dispositif de relocalisation des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que
pour soulager, c'est comme ça que ça a été présenté, la pression sur les pays de première entrée, Italie, Espagne, Grèce, on va récupérer les demandeurs d'asile et les répartir entre les différents pays européens. Et ça, c'est une démarche qui sera à la fois initiée, enclenchée et pilotée par la Commission européenne. Alors attendez, c'est très important ce que vous dites, Nicolas Pouvremonty. Ça veut dire que en l'état aujourd'hui, les États européens ne pourront pas s'opposer à cette relocalisation migratoire? Alors, parmi les compromis qui ont été actés dans le cadre de ce pacte, on a quand même prévu une sorte de voie bis qui consiste en la capacité pour les États à contribuer financièrement à la prise en charge des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'un État pourra refuser de prendre un certain nombre de demandeurs d'asile sur son sol, mais en retour, il devra aider financièrement l'État membre qui en aura la charge. Payer, quoi. C'est ça, il y a une dimension financière, une contrepartie financière. Après, même pour ce qui est de la relocalisation, ça pose quand même beaucoup de questions, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'États européens qui étaient hostiles, je pense notamment à tous les pays d'Europe centrale et orientale. Pologne, etc. Absolument. De fortes réticences aussi dans certains pays du Nord. On parle beaucoup du Danemark, dont la position migratoire, portée d'ailleurs par le gouvernement social-démocrate, est assez différente de ce qu'on peut percevoir en Europe de l'Ouest au sens large. Si demain, on relocalise de force, si je puis dire, des demandeurs d'asile qui souhaitent aller en France ou en Allemagne, en Pologne ou en Hongrie, en fait, l'Union européenne n'a aucun moyen de s'assurer que les demandeurs d'asile y resteront vraiment. Donc de ce point de vue-là, d'autant moins qu'aujourd'hui, l'état du droit des frontières de l'Union européenne, c'est l'état actuel du droit de Schengen. Et l'état du droit de Schengen, c'est l'absence de tout contrôle aux frontières intérieures, c'est-à-dire aux frontières entre les États européens, quelle que soit la nationalité des personnes, tant pour les ressortissants européens que pour les ressortissants de pays tiers. Mais alors justement, Antoine Pouvremonty, l'Allemagne vient de rétablir, alors sous d'autres prétextes, vient de rétablir ses frontières. Ça tient ou ça tient pas, ça? C'est temporaire. C'est intéressant parce qu'on voit très très bien, enfin vous le voyez, vous le voyez un peu mieux que les autres, il y a quand même une réaction assez forte en ce moment d'un certain nombre de pays vis-à-vis de l'immigration de masse. Ils essayent de voir ce qu'ils peuvent faire. Et moi, la question qu'on se pose, et je ne suis pas le seul, enfin, on se pose tous la question de se dire, au fond, est-ce que c'est la question de l'Europe. Est-ce que l'Europe aura force de loi? Alors évidemment, il y a énormément de voies, de plans B et autres. Ou bien est-ce qu'effectivement, on risque, ou on le souhaite, ça dépend de la position qu'on a, de voir des États européens, y compris dans l'Union européenne, bien sûr, regagner une marge de manœuvre en disant non, mais moi, écoutez, je peux pas continuer comme ça. Quelle est la... Ce qui est très apparent, c'est que là où l'Europe est défaillante, les États reprennent leur place. De ce point de vue-là, la décision annoncée par l'Allemagne à la fin du mois d'août d'un rétablissement temporaire du contrôle à l'ensemble de ses frontières avec d'autres pays européens est vraiment un élément marquant, mais c'est pas un élément complètement inédit. C'est-à-dire que l'an dernier, en 2023, vous avez eu environ un quart des États membres de l'espace Schengen qui ont activé des dispositifs de contrôle temporaire à leurs frontières. Dans le cas français, par exemple, depuis 2015, on a réintroduit la possibilité de contrôle temporaire, donc c'est du temporaire toujours qui dure, toujours temporaire, notamment à la frontière entre les Alpes-Maritimes et l'Italie. Vous savez, la PAF est déployée sur place, avec des moyens qui sont largement insuffisants. La Cour des comptes, dans son rapport début janvier sur la question, expliquait que lorsqu'elle a envoyé ses magistrats inspecter les contrôles aux frontières rétablis entre les Alpes-Maritimes et l'Italie, il y avait en tout et pour tout 60 agents, dont 20 policiers de la PAF, pour garder 117 km de frontières. Donc il y a aussi la question des moyens qu'on se donne. Ça fait un peu passoire. Ça fait un peu passoire. Et le fait que ce temporaire dure et le fait que ce temporaire soit aussi largement utilisé par les États membres de Schengen, ça pose la question simplement de l'inadaptation du droit de Schengen. Schengen, dont le premier accord a été signé en 85, qui est vraiment rentré en vigueur en 95, qui a été conçu à une époque où les enjeux migratoires étaient beaucoup moins présents qu'aujourd'hui, notamment en termes volumétriques, tout simplement. Aujourd'hui, Schengen est clairement une aubaine pour l'immigration irrégulière. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un pied aux Canaries ou en Sicile, vous pouvez circuler sans aucun contrôle. À Paris, à Londres, à Paris ou ailleurs. Dans un espace de 4,3 millions de kilomètres carrés qui va de la Sicile à la Pologne. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est clairement un phénomène d'appel d'air pour les flux irréguliers. Et alors justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on le voit très 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 bien. Est-ce que, au fond, on peut dire quand est-ce que cette immigration, vous savez, il y avait eu... Alors, ceux qui étaient très... Vous vous rappelez le discours à la Chambre des communes de 1968, les rivières de sang de... j'ai oublié son nom, enfin le grand député anglais. Il y a eu cette période-là et je voudrais qu'on parle... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens parlent de cette immigration je dirais, massive ou collective, etc., qui du point de vue de la culture, qui du point de vue de l'économie, etc., change la donne et de quelle façon? On en parle tout de suite après cette petite pause avec Nicolas Pouvremonty.
Et si vous voulez réagir sur notre antenne, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Berghoff dans tous ses états revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, Berghoff dans tous ses états. En 2023, c'est les chiffres de l'INSEE, ce sont les chiffres de l'INSEE, que vous connaissez bien, Nicolas Pouvron-Monty. En 2023, 7,3 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,7% de la population totale. 2,5 d'entre eux, soit 34%, ont acquis la nationalité française. Bien. Donc, et alors justement, on parlait de ça hors antenne. En 2023, 47,7% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique. Vous disiez, 32,3% sont nés en Europe. Pays de naissance, bon, l'Algérie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, etc. Et est-ce que effectivement, on est entré dans une immigration qu'est-ce qui fait d'ailleurs que la France a le taux le plus, mais de très loin le plus important des pays d'Europe en matière d'immigrés venus d'Afrique? Effectivement, c'est un taux record à plus d'un titre. Alors, il y a les données de l'INSEE qui portent sur toutes les classes d'âge. Les données de l'OCDE, elles, qui s'intéressent aux immigrés entre 15 et 64 ans, nous disent que sur ces tranches d'âge actives, comme on dit, on a 61% des immigrés vivant en France qui sont originaires du continent africain, ce qui est un taux 3 fois supérieur à la moyenne de l'UE. Ça tient à différentes raisons. Ça tient évidemment aux canaux historiques de l'immigration vers la France. Ça tient aussi à un phénomène démographique évident, qui est que le continent le plus vieux du monde, c'est-à-dire le nôtre, l'Europe, se trouve à quelques encablures du continent le plus jeune du monde, qui est l'Afrique. Oui. L'Afrique, dont la population a doublé depuis 1990, qui va gagner 1 milliard d'habitants supplémentaires d'ici à 2050, dont la moitié de la population aura alors moins de 25 ans. Avec un indice de fécondité qui est supérieur à 4 enfants par femme et qui est spécialement élevé dans certains pays subsahariens francophones. Je pense notamment au Mali, où l'indice de fécondité est de 6 enfants par femme. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement des dynamiques qui concernent toute l'Europe, dans le sens où l'immigration de l'Afrique vers l'Europe augmente partout, mais elle augmente effectivement de manière spécialement marquée en France. Et ça induit quoi, en fait, du point de vue économique et du point de vue de ce que Dupond-Moretti, l'ancien ministre de la Justice, appelait le sentiment d'insécurité, et pour beaucoup de Français, c'est pas vécu comme un sentiment. Alors, je ne lis pas du tout immigration, insécurité. Il y a des problèmes incontestables, on en a parlé en première partie de l'émission, mais le problème n'est pas là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'expert que vous êtes, Pouvron-Monty, fait que que ce serait d'ailleurs dans n'importe quel sens, à partir d'un certain chiffre, on bascule à autre chose? Alors, il y a différents aspects dans votre question. Sur les considérations économiques, d'abord, là aussi, il y a des enjeux qui existent dans toute l'Europe, mais il y a des spécificités françaises. Et la spécificité française par excellence tient au fait que l'immigration accueillie dans notre pays est globalement moins intégrée au marché du travail et plus pauvre qu'ailleurs en Europe. Vous le dites d'ailleurs, c'est une question que vous avez dit chez Arte. Vous dites, seule la moitié des étrangers extra-européens en âge de travailler occupaient un emploi en France en 2020, soit un taux inférieur de 14 points à celui des Français. Tout à fait. Tout à fait, 51,7% des étrangers extra-européens, donc 14 points de moins que les Français. On pourrait citer d'autres données. On avait, toujours en 2020, presque la moitié des étrangers extra-européens vivant en France qui étaient sous le seuil de pauvreté. Donc c'était le taux le plus élevé d'Europe à égalité avec l'Espagne. C'était 4 fois plus que les citoyens français. Lorsque les étrangers extra-européens sont en emploi, il y a aussi une question de structure de l'immigration en termes de qualification. On avait toujours en 2020 42% des étrangers extra-européens vivant en France qui n'avaient aucun diplôme ou seulement un niveau brevet CEP, donc c'était 26 points de plus que les Français, ce qui implique que le bilan économique et budgétaire de l'immigration mérite, pour dire les choses de manière euphémisée, d'être interrogé à la fois en raison de ce taux d'emploi plus faible, de ce taux de pauvreté plus fort, mais aussi parce que lorsque les étrangers extra-européens sont en emploi, du fait de cette part d'immigrés et d'étrangers peu qualifiés plus forte que les natifs, ils le sont aussi en moyenne plus souvent dans des emplois peu rémunérés, car peu qualifiés, et qui donc contribuent moins au système fiscal. Et c'est vrai que tout ça dessine le profil de flux migratoires qui sont globalement sous-contributeurs et surconsommateurs des dispositifs de solidarité collective et donc des dépenses publiques. Alors, quand un certain nombre de gens disent, parce que l'immigration
extra-européenne, mais autres aussi, en fait, coûte plus qu'elle ne rapporte, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que il y a les deux. Les uns vous disent, oui, mais attendez, les immigrés prennent, justement, vous parlez, prennent les travaux que les Français ne veulent plus faire, hein, tous les travaux de bâtiments, de voirie, de ceci, de cela. On entend, je schématise et je caricature, mais à peine. Et les autres, ils disent, oui, mais regardez ce qu'on donne, regardez l'aide sociale, l'aide médicale, toutes ces aides-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un ratio là-dessus sans passion et sans parti pris? Alors, on peut le faire de deux façons. D'abord, il y a des études globales qui existent à ce sujet. Elles existent à l'étranger. Je pense à l'étude que le Center for Policy Studies, qui est un think tank britannique très influent, a publié au printemps sur l'impact économique de l'immigration en Grande-Bretagne, une sorte de synthèse des études disponibles qui montre que toutes les études réalisées au Royaume-Uni indiquent que le bilan fiscal de l'immigration extra-européenne est négatif, là où pour l'immigration européenne, il y a débat selon les études. Je pense à une publication récente aux Pays-Bas de l'économiste Jan van de Beek qui a chiffré le coût de l'immigration et notamment de l'immigration extra-européenne pour le système fiscal aux Pays-Bas avec un volume complet qui s'additionnait à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards d'euros sur une période de 25 ans. Dans le cas français, on peut notamment évoquer une étude de l'OCDE qui est parue il y a 3 ans, qui a des défauts et des incertitudes méthodologiques parce qu'on parle des personnes à l'étranger plutôt que des immigrés au sens statistique, parce que tout dépend des périmètres qu'on prend, mais globalement, globalement, sur le scénario le plus complet, incluant à la fois les immigrés eux-mêmes et la première génération de leurs descendants, personne n'est à l'étranger et la première génération de leurs descendants, cette étude arrivait à un coût annuel moyen sur la période 2006-2018, coût annuel net, de l'ordre de 1,4 point de PIB par an. Donc vous voyez, ça fait 35 à 40 milliards d'euros. C'est un tiers des recettes de l'impôt sur le revenu, c'est le budget du ministère de l'Intérieur. On parle là bien d'un coût sur 35 à 40 milliards d'euros par an. Si on transpose ce ratio de moyenne sur 12 ans au PIB d'aujourd'hui, on arrive à peu près à ça. Évidemment, c'est pas un coût qui peut être résorbé facilement parce qu'on parle bien d'un coût sur 2 générations. Il ne s'agit pas de couper une dépense par-ci ou de réduire le titre de séjour par-là. C'est vraiment structurel. Et ça renvoie à des raisons plus structurelles encore, qui sont la nature de l'immigration reçue en France, plutôt moins qualifiée qu'ailleurs, clairement moins intégrée au marché du travail et plus pauvre par rapport aux revenus médians dans le pays. C'est ça. Alors ça, c'est effectivement la partie économique, et on pourrait d'ailleurs vraiment s'appesantir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il n'y a pas eu, juste là-dessus, on a souvent publié, j'ai pas sorti le sonore parce qu'on a beaucoup dit, il y a 40 ans, vous savez, celui qui s'opposait à l'immigration illégale comme à la légale officielle, c'était un certain Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. Il avait fait un discours très connu, qui a été d'ailleurs repris partout en 1981 ou 80-81, en disant oui, il faut arrêter immédiatement cette immigration parce que ça casse les prix, ça casse les salaires des travailleurs français. C'était ça à l'époque, et beaucoup disaient ça. Et au Parti communiste. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu en fait une espèce d'alliance objective, comme disaient les marxistes, entre le patronat cherchant effectivement des emplois à bas prix, en tout cas un certain patronat, et puis effectivement une volonté d'immigration? Est-ce que ça a joué, et dans quelle mesure et dans quelle proportion ça a joué incontestablement. En vérité, ça a joué dans toute l'histoire de l'immigration en France, avant même l'immigration extra-européenne. Il y a eu une demande, notamment industrielle, très forte dès la fin du 19e siècle. Il n'y a pas toujours eu de l'immigration en France, c'est faux de l'affirmer. Néanmoins, la France a été le premier pays d'Europe à recevoir une immigration à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, une immigration qui était essentiellement européenne et qui correspondait déjà, et elle est restée jusqu'aux années 70, à une demande forte des milieux patronaux, des milieux économiques, et notamment des milieux industriels, un peu aussi des milieux agricoles, mais beaucoup des milieux industriels. Et de ce point de vue-là, oui, moi quand j'entends le président du MEDEF, Patrick Martin, expliquer que la France aura besoin de 4 millions de travailleurs étrangers supplémentaires d'ici à 2050, je l'invite avec énormément d'estime à peut-être pondérer les impératifs de court terme qui peuvent exister dans certains secteurs qui objectivement ne tourneraient pas aujourd'hui sans main-d'œuvre immigrée, et les effets économiques, budgétaires, fiscaux sur le long terme de cette immigration. S'il y a des consommateurs fiscaux nets, c'est-à-dire des gens qui reçoivent plus de dépenses publiques qu'ils n'y contribuent, c'est qu'il y a aussi en retour des contributeurs fiscaux nets, non des consommateurs mais des contributeurs. Et les entrepreneurs sont par excellence des contributeurs fiscaux nets qui demain seront amenés à payer ce qui pourrait être la facture fiscale d'une immigration trop peu contrôlée. Et qui peut être de plus en plus importante. Absolument. Et alors le second volet, on va en parler juste après cette petite pause. Le second volet, c'est le volet, je dirais,
je dirais pas civilisationnel, mais quand même du point de vue de l'éthique, des valeurs, de la sécurité et autres. J'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est aussi important que l'autre, pour des tas de raisons. À tout de suite. André Berkoff reçoit aujourd'hui dans son face-à-face Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Si vous voulez réagir sur notre antenne, appelez au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Nicolas Pouvreau-Monti, nous parlions de l'immigration, nous parlons effectivement et nous rétablissons, et je crois que vous rétablissez un certain nombre de faits, parce que je crois que là-dessus, il vaudrait mieux aller vers les faits que vers les fantasmes, quels qu'ils soient. Mais justement, on parlait des patrons, de ce qui s'est passé avec la politique du patronat. Parlons des politiques eux-mêmes, parce que là aussi, il y a vraiment, je disais, l'auberge espagnole des fantasmes, ou électoralistes ou autres, sur l'immigration. Et hors antenne, vous me disiez, mais justement, la gauche peut-être passe à côté de son propre électorat, quelque part. Mais de ce point de vue-là, ce qui est très frappant, c'est la situation de double décalage dans laquelle la gauche française s'est mise sur ces sujets. À la fois un décalage avec son propre électorat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un consensus dans l'opinion, on a toujours entre 2 tiers et les 3 quarts des sondés qui estiment qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration en France. Oui, que les niveaux ça va jusqu'à 70-80%. Absolument, ça va jusqu'à 75 et au-delà. Ouais. Alors c'est vrai de 95% de l'électorat du RN, mais c'est vrai aussi des 2 tiers de l'électorat du bloc central, comme on dit, du camp macroniste, et c'est vrai aussi de la moitié de l'électorat ELV, d'une petite moitié de l'électorat LFI, qui est complètement invisibilisé. Même d'une moitié électorat LFI. Oui, absolument, une petite moitié de l'électorat LFI. Je pense notamment au sondage Odoxa de juin 2023 qui avait été fait suite aux propositions de Bruno Retailleau. On aura l'occasion de reparler de Bruno Retailleau lorsqu'il était président du groupe LR au Sénat. Décalage par rapport à l'électorat de la gauche donc, et décalage par rapport aux réalités de la gauche ailleurs en Europe. C'est-à-dire que on parlait aussi en antenne des sociodémocrates danois qui ont assumé une politique restrictionniste pour certains aspects de leur politique migratoire, l'immigration familiale, l'asile. On évoquait le gouvernement Scholz en Allemagne qui a annoncé le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures. On pourrait aussi évoquer les signaux envoyés par Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui a annoncé vouloir s'inspirer de la politique italienne. Étonnant d'ailleurs, paradoxal. Il n'était pas comme ça il y a encore 6 mois. Non, absolument. Mais il faut dire que Keir Starmer arrive dans une situation migratoire britannique qui est, pour employer un terme familier, assez hallucinante. C'est-à-dire que en 3 ans, le Royaume-Uni a reçu une immigration nette de 2 millions de personnes. En 3 ans En 3 ans, absolument. Entre 2021 et 2023. Ce qui est absolument inédit, c'est le record absolu. On a aujourd'hui environ 20% de la population de l'Angleterre qui est née à l'étranger, ce qui est plus qu'aux États-Unis, par exemple. Il y a des villes anglaises qui sont en majorité immigrées aujourd'hui. Et il y a des quartiers et des villes anglaises où ces phénomènes se concentrent de manière spécifique. De ce point de vue-là, il y a eu clairement une forme non pas de trahison, peut-être de trahison du point de vue de l'électorat, mais de déception post-Brexit, puisque l'immigration avait été au cœur de la campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Oui, bien sûr. Et le résultat a été une accélération de l'immigration, parce que le gouvernement britannique a mis en place des dispositifs légaux d'accès au territoire qui ont suscité ça, et un remplacement de ce qui était une immigration essentiellement, en tout cas pour beaucoup européenne, dans les années 2000-2010, Europe centrale notamment, par une immigration plus largement extra-européenne. Et alors, en France, quid de la France de ce point de vue-là ? Je veux dire, donc aujourd'hui, donc effectivement, il y a une espèce de totale contradiction entre effectivement ce que disent les politiques et ce à quoi on assiste sur le terrain. Et vous rappelez les chiffres des sondages qui sont quand même très parlants de ce point de vue-là. Il est possible qu'une part des responsables politiques se sentent désemparés par ce qui est objectivement une perte de contrôle de leur part sur ces questions. Dans un rapport de 2018, la Cour des comptes estimait qu'on avait seulement environ la moitié des titres de séjour accordés en France qui correspondaient à une vraie décision politique. Globalement, c'est l'immigration professionnelle. Ouais. C'est 17% du total des primo-titres accordés l'an dernier. Et c'est l'immigration étudiante, sur laquelle on se fait parfois des fantasmes positifs ou négatifs, mais c'est aussi parfois une voie détournée d'immigration irrégulière. Et aujourd'hui, alors, vous dites le choix de... Et aujourd'hui, donc, il y a une, si je puis dire, un sentiment de perte de contrôle des politiques sur ce sujet, et ça peut amener à ce qui se révèle être trop souvent un échange de slogans. C'est-à-dire quand on a perdu vraiment la capacité de maîtrise sur les flux, on fait de la mousse, on fait de l'affichage, mais fondamentalement, je pense qu'une part d'entre eux se sentent démunis. Si on prend 2 canaux d'immigration majeurs, l'immigration familiale et l'asile, on a là 2 canaux qui sont pour l'immigration familiale quasi complètement et pour l'asile complètement en dehors du contrôle du politique. C'est-à-dire qu'on a... C'est l'Europe. C'est les traités internationaux, dont les traités européens, mais c'est aussi d'autres traités, je pense à la Convention de 51 sur les réfugiés.
Et en aval, on a les juges, notamment les juridictions administratives, qui interprètent ces traités. C'est ce qui fait par exemple que cet été, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que l'ensemble des femmes et des jeunes filles afghanes appartenaient à un groupe social susceptible d'être protégé comme réfugiés en France. Donc vous voyez, ça fait quasiment 20 millions de personnes. Pas mal. Sachant qu'avec l'asile vient ce qu'on appelle la réunification familiale, qui est une forme maximaliste du regroupement familial, sans critères de logement, de ressources, etc. Donc je pense que les politiques se sentent démunis, globalement. Alors justement, on a un certain nombre de... Merci Marie. On a César qui nous appelle de Bayonne. Bonjour César. Bonjour. Ouais, César, on vous entend mal. Si vous avez un haut-parleur, enlevez-le parce qu'on vous entend mal. Allez-y César, on vous écoute. Là, vous m'entendez mieux là ? Oui, là on vous entend mieux, oui. Alors je me mets là. Voilà. Alors bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et bonne rentrée André Berkoff. Merci. Alors, d'abord, je suis très content de pouvoir prendre la parole. Je trouve que le sujet de l'immigration, même si ça crée des politiques, c'est un des beaux sujets. Ah là là, on vous entend mal, on vous reprend César, restez avec nous. On va prendre Richard. Oui, on a Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. En fait, j'avais une question, je pense que je pense que vous auriez donné la réponse. Je pense que c'est un pays qui a une forte cohésion, qui peut affronter des grosses crises en fait, et ça sans finir en guerre civile. Et j'ai appris il y a une dizaine d'années qu'avec des fuites de Wikileaks, les Néo-Zélandais n'avaient pas apprécié du tout que la CIA étudie la possibilité de déstabiliser la Nouvelle-Zélande via la population maori. En fait, ma question, c'est est-ce que derrière nos politiques ultra-laxistes sur l'immigration, est-ce qu'ils font pas le jeu indirectement, pour dire aujourd'hui le maître du jeu, c'est l'Empire, hein, c'est les États-Unis, est-ce qu'ils font pas le jeu des États-Unis pour fragiliser des pays qui seraient soumis au diktat de l'Empire, entre guillemets, hein, en cas de grosse crise. Que la politique migratoire est peut-être manipulée par les États-Unis, c'est ça un peu. Tout à fait, ouais. Richard. Vous en pensez quoi, Nicolas Pouvremonti ? En tout cas, la politique migratoire est aussi un enjeu géopolitique, très clairement. De ce point de vue-là, moins qu'aux États-Unis, je pense à un certain nombre d'États d'origine des populations immigrées et qui ont un degré de contrôle sur leur diaspora en France et en Europe qui est plus ou moins fort, mais qui peut être assez fin. La Turquie, par exemple. La Turquie est l'exemple type. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'encadrement très fort de la Turquie sur ses diasporas partout en Europe et notamment en France, avec le système des imams détachés, hein, qui dépendent assez largement de la Diyanet, qui est le ministère turc des affaires religieuses, avec un ensemble d'associations. C'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai pour le Maroc. La Turquie est quand même le cas extrême en termes d'encadrement, mais c'est vrai pour d'autres États. Et ça pose évidemment des questions de souveraineté. Je ne sais pas si ça répond à la question de votre auditeur. Non, je crois que ça répond tout à fait. Si, oui. Merci Richard, merci. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Richard, non ? Non, c'est en fait que c'est plutôt de rappeler aux gens que la très très grande majorité des guerres sont des guerres initiées à l'intérieur des pays par des mouvements de division ethnique. Ça, hélas, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, Richard, vous avez raison. Je pense qu'André, vous en savez quelque chose. Juste, je voudrais rappeler ce qu'a dit Bruno Retailleau, vous savez, dans son interview hier avec Darius Rushman, je crois, oui, sur BFM, sur LCI, pardon. L'immigration n'est pas une chance, vous savez, la fameuse immigration chance pour la France, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français. Et juste, en retweetant ça, Laurent Berton, l'écrivain Laurent Berton, qu'on avait reçu avant-hier, disait ceci, il dit, ok, Retailleau, dit Laurent Berton, a globalement dit les termes hier sur LCI. Reste à voir ce qu'il voudra et surtout pourra faire contre son président, ses collègues, l'État, le Conseil constitutionnel, l'administration, l'Union européenne, les juges, le droit international, etc. Est-ce que c'est vraiment ça, la situation ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un en politique en France qui voudrait avoir disons un contrôle, une politique de contrôle plus accrue par rapport à l'immigration, se verrait tous ces barrages levés contre lui? Ce qui est certain, c'est que Bruno Retailleau, qui incarne une ligne assez définie sur les sujets d'immigration, qui peut se résumer dans la volonté de réduire les flux reçus en France, agit aujourd'hui dans un cadre qui est contraint en plus d'un titre. Il est contraint par les grandes entraves juridiques que j'évoquais, le droit international, le droit européen,
auquel Bruno Retailleau avait d'ailleurs proposé que la France puisse déroger. C'était la nature de la proposition de loi constitutionnelle qu'il avait déposée au Sénat au printemps 2023. Et contraint aussi évidemment sur le plan politique. On sait que là-dessus les majorités dans l'actuelle Assemblée sont incertaines, mais même dans le cadre très contraint qui est le sien, il dispose de leviers d'action, et il en dispose notamment parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il dispose d'un pouvoir réglementaire, pour n'évoquer que deux aspects. La régularisation des étrangers en situation irrégulière. Aujourd'hui, on reste sous le régime de la circulaire Valls de 2012. Demain, le ministre Retailleau peut donner des consignes très différentes en matière de... il a une marge de manœuvre. Il a une marge de manœuvre, absolument. Oui. Des consignes très différentes. Et une circulaire qui, du coup, n'a pas besoin d'être approuvée par l'Assemblée ou par une majorité parlementaire. Et peut-être un deuxième exemple sur les acquisitions de la nationalité française. On sait que depuis l'an 2000, il y a 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française. Une part importante de ces acquisitions sont des naturalisations par décret, c'est-à-dire qui sont sous l'entier contrôle du politique. Le ministre de l'Intérieur et le gouvernement peuvent aussi décider de réduire le volume de ces naturalisations par décret, par exemple en renforçant la vérification d'un critère qui reste présent dans le droit, qui est le critère d'assimilation, et qui aujourd'hui n'est vérifié que superficiellement dans les procédures de naturalisation. C'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. Est-ce que nous avons César ? Oui, normalement, ça devrait être bon, là. Oui, alors César, on vous écoute. Alors d'abord, bonjour André Berkoff et bonne rentrée à toute l'équipe de Sud Radio. Merci. Merci César. Alors je vous remercie beaucoup de me donner la parole parce que ce sujet de l'immigration, je trouve que c'est l'un des plus beaux sujets, malgré les polémiques, je trouve que c'est l'un des plus beaux sujets de compréhension pour les citoyens, de tous les pays d'ailleurs, parce que c'est plein de compréhension et comme dit Bruno Retailleau, on peut, et comme le faisait d'ailleurs comme le souhaitait Jean Jaurès, comment il s'appelait, Georges Marchais que vous rappelez souvent, ou même Karl Marx, comme vous le dites souvent, et on peut tout à fait, surtout Bruno Retailleau l'a rappelé, on peut tout à fait faire de l'humanisme et de la fermeté. Alors moi j'ai écrit un bouquin, et si vous permettez, j'ai une proposition qui est dedans à ce sujet, parce que ça fait 2 ans que je vous écoute et j'ai trouvé un truc. Alors en fait, moi je pense que d'abord la plus grande légitimité à ce sujet-là serait qu'on fasse un référendum. Vous savez ce fameux outil là dans les démocraties. Oui, on en avait entendu parler en 2005 et depuis ça a disparu, on ne sait pas où c'est le monstre du Loch Ness, mais c'est quelque part. Ça se fait dans les républiques, vous voyez, en Suisse par exemple, ils votent. Voilà. Donc un référendum, César, et puis allez-y. Attention, un référendum précis, c'est-à-dire réponse A, est-ce que vous voulez 10 000 migrants par an pendant les 5 prochaines années? Réponse B, est-ce que vous en voulez 30 000 pendant 5 ans? Et réponse C, est-ce que vous en voulez 100 000? Et en fait, le peuple vote, il vote soit réponse A, soit réponse B, soit réponse C. Voilà, parce qu'en fait, il y a une petite immigration qui est proposée, une moyenne ou une grande, qu'on appelle l'immigration de masse, et le peuple vote, et son choix doit être respecté. Et en fait, l'idée, c'est de voter en fait tous les 5 ans pour la quantité de migrants professionnels, l'immigration professionnelle, comme a dit le monsieur. Comme ça, le peuple, il peut jauger tous les 5 ans, à chaque nouveau président, la quantité de migrants que l'on veut. Et que le pouvoir politique suive, bien sûr, à ce moment-là. Et que le pouvoir politique suive. Les recommandations de la majorité. Mais j'ai une deuxième proposition qui est importante là-dessus, parce que en fait, il faut aussi pouvoir voter tous les 5 ans pour le président du Conseil constitutionnel. Parce que Laurent Fabius, il est très gentil, Laurent Fabius, mais malheureusement, il n'a pas été élu par le peuple. Tout le monde sait que c'est un socialiste qui est très ami avec tout un tas de gens qui ne plaisent pas à plein de gens. Et donc, il faudrait pouvoir voter pour un président. Donc moi, personnellement, je conseille Maître Carlo Brusa comme président du Conseil constitutionnel. Attendez, on va pas aller, je comprends. Non mais César, vous avez tout à fait les droits. Nous allons peut-être faire un référendum nous-mêmes à Sud Radio et on va vous consulter. Ça, c'est clair. Non mais c'est intéressant, là c'est intéressant, Nicolas Pouvremonti. Effectivement, dans tout ce que on vient de décrire et dans l'état des lieux, on consulte jamais le peuple. Ça n'existe pas, je veux dire. L'immigration, c'est très clairement le sujet le plus au cœur de ce qu'on appelle parfois la crise démocratique, c'est-à-dire là où l'écart entre la masse, le consensus de l'opinion publique et le consensus des dirigeants politiques, si tant est qu'il subsiste, est le plus marqué. L'arme du référendum en matière d'immigration, on en parle beaucoup. On dit notamment qu'elle pourrait être amenée à aller au-delà du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel, parce que on pense notamment à ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel en 62, lorsque De Gaulle avait convoqué un référendum dans des conditions juridiquement troubles. Le Conseil avait estimé que quand le référendum parle, c'est le souverain qui parle et que donc lui ne se prononce pas. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que le Conseil aurait la même jurisprudence si on tentait un référendum. C'est clair. Et de ce point de vue-là, votre auditeur a mis le doigt sur un point important qui est l'enjeu de la question posée au référendum.
C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que ce sujet de l'immigration ne se résume pas à une question. Un référendum, ça pourrait prendre la forme d'un référendum sur un projet de loi particulier avec un ensemble de mesures. Mais la vraie difficulté, c'est que le référendum ayant trait à des mesures législatives, j'y reviens, aujourd'hui il y a un ensemble de contraintes qui tiennent notamment au droit international et européen. Et pour faire un référendum, ça demande un certain nombre de conditions à remplir. Absolument. On se retrouve après une toute petite pause. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. Chez Netto, profitez chaque semaine de 1000 prix imbattables garantis. Et vous, Paul, en quoi êtes-vous imbattable? Je suis le champion de la liste de courses. Avec moi, il ne manque jamais rien. Et puisque chez Netto, on est imbattable sur 1000 prix, vous êtes certain de toujours faire des économies. Trop fort. Imbattable même. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Incroyable, formidable, imbattable. Ça, c'est la liste de tout ce que j'ai envie de vous dire. Oh, mais merci, Netto. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Plus d'infos sur netto.fr. Sud Radio Agen. 102.3. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André Berkoff reçoit aujourd'hui Nicolas Pouvremonti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je vais y arriver, de la démographie, pardon. Et nous avons un auditeur, Claude, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour à toute votre équipe et bonjour à votre invité. Bonjour. Moi, j'appelle ce qui m'a le plus frappé dans ce qui a été dit, c'est le rôle que veut se donner maintenant la Commission européenne sur la gestion des migrants, et plus exactement sur, en l'absence de possibilité de gestion des migrants, sur la répartition au niveau des États membres. Et ce que je voudrais dire, c'est que d'une part, les États membres sont différents au plan de leur démographie. C'est-à-dire que la natalité est encore très élevée chez nous relativement à certains autres. En revanche, nous avons, un nombre très important, plus important même, de migrants non employés aujourd'hui par rapport au déficit de notre marché du travail. Par conséquent, la gestion simplement de ce que... Alors, pardonnez-moi de prendre le terme statistique de stock, mais je veux dire, si on prend le stock des personnes qui résident chez nous sans travail, venant de l'étranger, par rapport au stock d'emplois pourvoir, on est déjà largement excédentaire, donc on n'a pas besoin d'immigration supplémentaire, c'est complètement injustifié. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que si vraiment l'Europe met ce qui a été dit en place, il faut qu'on refuse, nous. Ensuite, quand on nous dira vous devez payer, il faut qu'on refuse de payer. Je rappelle qu'on est contributeur net au niveau européen, c'est-à-dire que si nous on paye pas, l'ardoise augmente pour les autres, et les autres aujourd'hui ça se résume surtout aux Allemands et aux Italiens. Et donc, je veux dire qu'on a quand même un moyen de pression. Si c'était pas la faiblesse de la situation politique due à Emmanuel Macron, on va pas épiloguer là-dessus, Claude. On a bien compris. Vous dites et refusons de payer. Et le problème, c'est est-ce qu'il y a une majorité pour refuser de payer? Quand je dis une majorité politique, Nicolas Pouvremonti. Il y a effectivement une question majeure de rapport de force au sein des États membres et notamment au sein de la sphère politique française, et ensuite de rapport de force entre les États membres. La Commission, elle est face à une réalité incontestable qui est que l'Europe vient de connaître une décennie de tous les records en matière d'immigration. En 10 ans, le nombre annuel de premières demandes d'asile enregistrées dans l'UE a été multiplié par 3. On a reçu par 3 en 10 ans. Par 3 en 10 ans. On a reçu 1 million de premières demandes d'asile dans l'UE l'an dernier contre 330 000 en 2013. Sur une décennie, 2013-2023, l'Union européenne a reçu 8 millions de primo-demandeurs d'asile sur son sol. En termes démographiques, c'est un peu comme si elle avait accueilli un nouvel État membre entièrement composé de demandeurs d'asile, qui serait le 15e par la taille de sa population. La Pologne, la Hongrie. Ce serait le 15e par la taille de sa population, juste après l'Autriche, juste avant la Bulgarie. Donc c'est un phénomène qui est vraiment massif. Et la vraie difficulté, c'est que les mesures de répartition et d'autres mesures du pacte sur l'immigration et l'asile, qui pour certaines d'entre elles sont plutôt de bon sens, je parle ici pas de la question de la relocalisation, ne se mettent pas dans la position de réinterroger la prémisse qui est celle de cette accélération de l'immigration. Il y a cette idée qu'il faut mieux la gérer, il faut mieux la répartir, mais finalement, est-ce que la solution pour l'Europe, et notamment pour pallier à son déclin démographique, c'est uniquement l'immigration toujours plus nombreuse, ou est-ce que c'est pas aussi une relance démographique européenne dans laquelle l'UE pourrait jouer un rôle utile ? C'est une des vraies questions. Merci Nicolas Pouvremonti, vous reviendrez. Je rappelle... Marie, cofondateur. Moi, je peux rappeler, oui, bien sûr, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et là, je le dis bien. Merci beaucoup. Formidable, merci à vous.